L'Alsace compte aujourd'hui 150 000 musulmans. La présence de l'islam dans la région remonte à 1870. Des soldats venus d'Algérie ont prêté main forte à l'armée française et participé à la célèbre bataille de Reichshoffen contre les Prussiens. La nécropole nationale de Strasbourg-Cronenbourg témoigne aussi de l'engagement massif des soldats du Maghreb et d'Afrique noire dans les combats de la Première Guerre mondiale pour la reconquête de l'Alsace et son retour au sein de la République française. Mais c'est surtout au cours de la Seconde Guerre mondiale que les soldats musulmans ont payé un lourd tribut à la libération de la région. Les très durs combats qui ont opposé les Allemands et l'armée du général Delattre de Tassigny dans la poche de Colmar ont été particulièrement meurtriers. Il y avait plusieurs divisions nord-africaines dans l'infanterie, donc la 2e division d'infanterie marocaine, la 4e division marocaine de montagne et la 3e division d'infanterie algérienne. Toutes ces troupes ont participé d'une part à la sauvegarde de Strasbourg et surtout ensuite à la bataille de Colmar. C'est la raison pour laquelle on trouve dans tous les cimetières militaires en Alsace de nombreuses tombes musulmanes, comme ici à Mulhouse, ou à Colmar, ou à Cernay, ou à Sigolsheim. Ici en Alsace, on attache beaucoup d'importance aux souvenirs, aux devoirs de mémoire, et donc à tous ceux qui nous ont libérés et qui sont morts pour nous. L'immigration musulmane s'est développée en Alsace à partir des années 50. Algériens, Marocains puis Turcs ont beaucoup contribué à l'essor économique de la région. Les mines de potasse, les usines de construction mécanique et le secteur du tissage ont notamment fait appel à cette main-d'œuvre. Mais la présence d'immigrés en Alsace est encore plus ancienne. Les premiers Alsaciens de retour d'Algérie, vers les 1910, ont ramené les premiers musulmans avec eux, particulièrement ceux d'Algérie, qui viennent d'une région de l'Est algérien. Comme par hasard, ils tombent sur l'Est de la France également. Et après les Marocains, il y a eu des Tunisiens, donc c'était un peu une immigration du Grand Maghreb d'Afrique du Nord. Et disons après, ce sont les Turcs qui sont arrivés en masse dans cette région. Et après, il y a d'autres communautés qui greffent, des Comoriens, des Sénégalais, des Maliens. Et tout ça, ça a fait qu'à Mulhouse et en Alsace particulièrement, la religion a pris de l'ampleur. La première revendication a commencé avec la communauté algérienne, qui est l'une des plus anciennes ici. Et donc, ça a commencé avec l'ex-amicale des Algériens en Europe. Et on a commencé à voir les premiers lieux de culte dans des foyers comme les foyers Sonacotra et les foyers Kotrami. Jusqu'aux années 76, où le curé de la paroisse de Sainte-Jeanne d'Arc à Mulhouse a mis à disposition de la communauté musulmane des locaux où les musulmans pouvaient pratiquer leur culte. Depuis 1801, l'Alsace et la Moselle bénéficient du régime du Concordat, le statut mis en place par Napoléon Bonaparte pour gérer les relations entre l'État et les religions. La laïcité de 1905 ne s'applique donc pas en Alsace. Les cultes catholiques, luthériens, réformés et israélites sont reconnus officiellement. Absents de la région à la création du Concordat, les musulmans ne bénéficient pas de ce statut, ce qui engendre une situation inégalitaire. Le régime juridique d'association de droit local leur permet cependant de bénéficier de certains aménagements. Tout le monde connaît l'histoire de l'arrivée des travailleurs immigrés dans l'esprit de retourner un jour dans le pays d'origine, mais c'est avéré qu'au fur et à mesure des années, cette jeune génération qui monte, et tout le monde a décidé de s'installer en France. Et là, c'est de là où on se posait des questions, les lieux de culte, les cimetières, l'enseignement de l'islam à l'école, les cantines scolaires halal, etc., les aumôniers des hôpitaux, etc. Donc c'est là où on a senti un vrai besoin pour la communauté musulmane. La population musulmane est en attente sur un certain nombre de dossiers. Certains concernent l'État, d'autres la ville.
Alors les dossiers qui concernent l'État, il s'agit principalement de la rémunération des imams et de la formation de ces imams-là, de même que l'enseignement religieux dans les écoles publiques. Ces questions-là relèvent très clairement de la responsabilité de l'État. Et à côté, il y a aussi des attentes qui concernent directement les autorités municipales. Nous avons à traiter de la question concernant les lieux de culte, qu'il s'agisse de la Grande Mosquée de Strasbourg ou des lieux de culte de proximité, et également la question du cimetière musulman ou de manière générale des soutiens que nous pouvons apporter aux différentes associations qui œuvrent également dans le travail interreligieux très fort qui est mené à Strasbourg. À Mulhouse, comme dans le reste de l'Alsace, les religions sont traitées d'une manière différente que dans le reste de la France. Nous avons une attitude ouverte à l'égard de tout ce qui est religieux, c'est-à-dire que nous prenons ce fait en compte comme faisant partie de la vie. Et donc, communauté musulmane, communauté israélite, ou catholique ou protestante, pour nous, cela fait partie de la vie de la ville. Ils sont tous des Mulhousiens et nous souhaitons qu'ils soient traités comme tels. Les cimetières confessionnels sont interdits en France depuis 1881. Pourtant, le premier cimetière musulman de droit public devrait être inauguré fin 2010 à Strasbourg. Une possibilité qui découle du régime concordataire. 2 autres cimetières musulmans sont aussi en projet à Colmar et à Mulhouse. Ce futur cimetière musulman répond aux besoins de la communauté musulmane, car d'avoir un décès au sein de la famille, c'est déjà une souffrance. De rapatrier le corps, une deuxième souffrance. Et là aussi, il y a un point aussi, une souffrance qui revient régulièrement. C'est une souffrance périodique, car pour se recueillir auprès de la tombe, le musulman n'est pas obligé de faire des milliers de kilomètres pour le faire. Donc il peut le faire sur place. Et en plus de ça, les musulmans ont le droit à la mémoire. Donc d'avoir une empreinte de mémoire pour les générations futures. Responsable associatif de Strasbourg, Veysel Feliz a perdu sa petite fille en janvier dernier. Quand un décès arrive de manière imprévue, généralement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas préparées. Et la question pour nous qui s'était posée était celle de la sépulture de ma fille Belinay, et de savoir si l'enterrement devait être fait en Turquie ou en France. Et pour la famille, les parents, etc., l'idée générale était, comme on faisait habituellement, de rapatrier le corps en Turquie. Et par contre, pour nous, après, il y avait à peu près 2 semaines qu'on avait la nationalité française. Et on s'est dit que, en fait, si on restait dans ce pays, si on avait décidé d'acquérir la nationalité française, on devait aussi enterrer nos morts ici et montrer qu'on restait définitivement et que désormais cette terre était aussi la nôtre. Et c'est une première pour notre famille. On a décidé d'enterrer notre fille en France et à Strasbourg. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les mosquées et salles de prière d'Alsace reflètent la diversité des origines géographiques et culturelles des fidèles. Le plus grand lieu de culte musulman de la région est la mosquée turque Eyüp Sultan à Strasbourg. Les récents projets d'agrandissement de cette mosquée prévoient la construction de minarets, ce qui contribuerait à une intégration symbolique de l'islam dans la région. La mosquée Al-Amal est une mosquée dynamique, ouverte, qui travaille beaucoup sur l'ouverture vers les colmariens et les colmariennes. Il y a une journée annuelle de porte ouverte, de dialogue interreligieux entre les catholiques, les musulmans, les protestants, la religion judaïque. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Plusieurs activités dans les mosquées. Il y a des prières, des activités sociales, culturelles,
parfois sportifs, etc. Parmi ces activités, les activités sociales contribuent à la socialisation des gens avec les autres communautés françaises. Nous souhaitons de vivre ensemble et construire l'avenir ensemble. La mosquée En-Nasr est la plus ancienne de Mulhouse. Elle a accompagné l'évolution des musulmans de la ville et leur intégration sereine dans la cité. L'imam de la mosquée Salam, Farid Daroufi, a suivi une formation organisée conjointement par l'Institut Razali de la Grande Mosquée de Paris et par l'Institut catholique. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'aloun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Les valeurs les plus importantes que j'aimerais bien passer à la jeunesse musulmane, ici en Alsace ou ailleurs, c'est essayer de vivre votre intérieur et votre intérieur qui est en compatibilité avec l'extérieur. La modestie est très importante. Être une personne du juste milieu, c'est extraordinaire. Aussi, chercher la transcendance et puis participer à la vie commune. Il n'y a pas que la mosquée. La mosquée, elle est dans un paysage. Et ce paysage, c'est un seul paysage. Donc il ne faut pas oublier que ce paysage, il vous appartient aussi. En attendant la construction de la future grande mosquée de Strasbourg, les fidèles se retrouvent pour la prière du vendredi dans un lieu de culte du centre-ville. Chers frères et chères sœurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et le jour dernier, qu'il maintienne les liens de parenté, qu'il essaie de maintenir ces liens de parenté avec les proches, avec les cousins, avec les cousines, avec les oncles, les tantes. Ce sont les liens de parenté qu'il faut maintenir. Pour répondre à la demande des 45 000 musulmans de Strasbourg, un projet de grande mosquée a été lancé en 1998. Elle devait disposer également d'un centre culturel et d'une importante bibliothèque interconfessionnelle. Mais le projet a dû s'adapter aux aléas de la vie politique locale. L'ancienne municipalité a rejeté la dimension culturelle du lieu de culte, ainsi que la construction d'un minaret. La nouvelle équipe municipale a relancé la construction et donné récemment son accord pour la réalisation de ce minaret. La rue où est située la mosquée a été rebaptisée au nom d'Averroès, célèbre théologien et philosophe musulman du XIIe siècle. Conformément au régime du Concordat, le projet a également bénéficié d'un financement public à hauteur de 26% du budget. La construction de l'édifice pourrait finalement être achevée fin 2010.
Nous avons fait un concours international auquel nous avons invité 5 grands cabinets. De ce concours international est sorti comme lauréat Paolo Portoghesi. Donc, qui a donné cette édifice-là, qui a une particularité, c'est qu'il n'y a aucun pilier dans la salle de prière. Elle fait 1048 mètres carrés sans aucun pilier. Donc ça vous donne l'impression que la coupole, que le dôme est posé sur un tapis volant. Actuellement, pour le côté culturel en tout cas, le projet il avance très bien. Dans le côté culturel, il y a un auditorium, il y a des salles de formation, un espace d'exposition, une grande bibliothèque, ainsi qu'un espace de détente, restaurant, cafétéria. Bien sûr, cette entité, c'était une passerelle pour la mosquée pour qu'elle puisse un petit peu communiquer avec la cité. La mosquée, généralement, elle est faite pour les fidèles, mais l'espace culturel, c'est la passerelle de la mosquée avec la cité. C'est les liens des personnes, que ce soit pratiquants, non pratiquants, musulmans, pas musulmans, ils peuvent se rendre dans l'espace culturel et peuvent se l'approprier également. Donc c'est un projet non pas seulement pour la communauté musulmane, mais tout simplement, c'est un projet pour l'ensemble des Strasbourgeois. Au-delà de leurs pratiques religieuses, les musulmans d'Alsace s'engagent de plus en plus dans des projets culturels. Les activités liées aux racines des différentes communautés contribuent à leur bonne intégration dans la citoyenneté française. L'objectif de notre association est de promouvoir l'art et la culture de la communauté franco-turque sur la région de l'Alsace et ses environs. On va commencer le cours qu'on a appris la semaine dernière. Ayten, s'il te plaît, si tu peux nous faire un morceau. On a un but principal, bien sûr, c'est de faire connaître la culture. Mais tous les gens qui participent à l'association, naturellement, ils rencontrent d'autres personnes. C'est pour ça, finalement, on joue du saz, on joue du ney, on joue de la guitare, tout instrument. Mais bien sûr, on rencontre le professeur, d'autres élèves. C'est intéressant de rencontrer des gens par le biais du saz. Lianoul, quand tu dis hoppa, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais tu dis en même temps. D'accord, allez. Hoppa. 1, 2. La danse, pour moi, c'est une façon de vivre. Donc nous, on exprime notre façon de vivre dans nos danses et par rapport aux régions aussi. Donc c'est une richesse pour connaître la Turquie et puis c'est aussi une bonne chose pour elles, pour leur investissement, pour leur bien-être, pour qu'elles puissent dire voilà, je suis française et je sais aussi, je connais aussi ma culture, mes origines, je connais la danse de certaines régions. Voilà. L'association COGEP a été fondée par de jeunes Turcs de Belfort en 1985. Désormais implantée à Strasbourg, c'est aujourd'hui une ONG active dans 15 pays et reconnue par de nombreuses institutions internationales. Nous avons décidé de nous implanter à Strasbourg parce que Strasbourg, capitale de l'Europe, ville importante, une des villes importantes de la France. Et cette dimension européenne était importante pour nous du fait de la proximité avec le Conseil de l'Europe, le Parlement européen et la Cour des droits de l'homme. C'est pour ça que nous avons choisi Strasbourg. Et effectivement, depuis quelques années, en une dizaine d'années, nous avons réussi à développer une action européenne, internationale, à travers ces institutions. Donc aujourd'hui, nous possédons le statut participatif en tant qu'ONG internationale au sein du Conseil de l'Europe. Notre participation aux travaux du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe est importante dans le sens où nous pouvons apporter nos expériences, nos témoignages et nos travaux que l'on réalise au niveau local ou national. Nos constats surtout concernant l'augmentation des problèmes liés à la discrimination et au racisme, notamment l'islamophobie, sont des thèmes qui sont aujourd'hui débattus à travers l'Europe entière. Et notre expérience en tant qu'ONG, en tant que citoyen actif dans ces domaines, apporte un témoignage nouveau et essentiel pour la démocratie. Les autorités françaises ont donné leur feu vert à l'implantation de la finance islamique dans l'Hexagone. Les acteurs de la banque ou de l'assurance sont désormais prêts à s'engager sur ce marché. L'école de management de Strasbourg est pionnière en France dans la mise en place d'une formation sur cette finance islamique. La finance islamique, c'est une finance qui respecte les principes de la loi islamique, notamment la prohibition de l'intérêt.
Donc pour ne pas qu'il y ait en fait de l'intérêt dans les produits financiers proposés, l'objectif est de développer d'autres techniques financières, car ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas de profit. Donc les banques islamiques doivent se faire du profit, doivent être rentables d'une autre manière. Donc c'est le principe le plus important. Il y a d'autres principes également, notamment le fait de ne pas investir dans des secteurs illicites. Il y a différents autres principes. On analyse les contrats, on analyse les produits, les marchés financiers et quelle est l'étendue de cette finance islamique et quelles sont aussi ses perspectives, notamment en France. Et c'est ce que nous visons via cette formation qui vise essentiellement les professionnels, mais nous avons aussi des personnes qui viennent du monde académique qui ont besoin d'approfondir leurs recherches. Mon intérêt, c'est de pouvoir former une ou deux générations de personnes susceptibles de comprendre cette finance islamique, qui sont aussi capables de le porter auprès des autorités, auprès d'autres universitaires, auprès des acteurs économiques. Et c'est le cas, ça se fait, les échanges avec toutes les institutions financières et bancaires se normalisent, on va dire. L'engagement politique des musulmans d'Alsace témoigne aussi de leur intégration comme citoyens. Les militants et les élus sont de plus en plus nombreux dans la région. Quand on parle de l'intégration, l'intégration elle est sur différentes formes. Comme au départ, nos parents nous ont infligé une culture de conservateur, donc en disant vous avez votre identité, donc votre pays d'origine, vous avez votre culture, vous avez votre religion, on s'était un peu senti en dehors de la politique française. Donc on avait toujours donc notre base sur le pays d'origine. Et maintenant que les choses ont changé, et cette jeunesse dit c'est mon pays, c'est la France, je m'investis, et pourquoi pas moi dans la politique, pourquoi je ne pourrais pas apporter mon édifice. Et après j'ai pris l'initiative de m'engager au niveau de la politique. Et c'est là que est venue cette idée d'être un jour élu au conseil municipal d'Obernai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Je suis un croyant, un pratiquant, j'essaie de le pratiquer tant que je peux ma religion. Ce n'est pas un frein pour que je puisse continuer dans la vie politique. Au contraire, j'estime qu'on peut s'affirmer avec notre identité, c'est un plus. On peut être musulman, français, pratiquant et s'investir dans la vie politique sans aucun problème. Ce n'est pas un frein, au contraire, c'est un enrichissement. La participation des musulmans dans la vie de la cité est en constante augmentation. Conseillère municipale de la ville de Colmar, Laetitia Rabi a pu observer au jour le jour l'évolution de cet engagement. Je suis issue d'un mariage mixte, d'un papa musulman et d'une maman catholique d'origine vietnamienne. Donc je dirais que la laïcité est quelque chose de réel dans ma famille, que j'ai toujours vécu en tant que telle. En revanche, je pense qu'il serait sain pour que en Alsace, tout le monde soit finalement sur un même pied d'égalité, que la laïcité se traduise peut-être chez nous par une extension à l'ensemble des religions du droit concordataire. Je trouve que la jeunesse et même, je dirais, la communauté musulmane, si tant est qu'il faille l'appeler communauté musulmane, est extrêmement participative et demandeuse en fait de s'inscrire dans le débat public, dans le débat politique, ce qui me semble être déjà
très encourageant en soi. On le voit par le nombre de candidatures aux élections, on le voit par le nombre d'associations dans le tissu local et notamment le tissu local colmarien. En revanche, il est vrai que peut-être cet effort de reconnaissance d'autres religions dans le droit concordataire permettrait à d'autres communautés de s'inscrire et de prendre leur place dans le débat. La contribution des musulmans au développement de la société française passe aussi par un travail de proximité au quotidien. À Colmar, le collectif Belgrade permet aux jeunes des quartiers défavorisés d'accéder à une offre culturelle multiple et de qualité. On a créé cette association parce que moi, quand j'étais petit, il y avait l'association La Pierre qui existait. Et moi, j'ai pu bénéficier des projets comme le canoë-kayak, faire des sorties à Europa Park, faire du ski, des choses que j'aurais jamais pu imaginer faire dans ma vie. Grâce à cette association, je l'ai fait. Moi, j'ai grandi, j'ai eu mon bac, mon BTS en poche. Je me suis dit, allez, je peux faire quelque chose de ma vie. Qu'est-ce que je veux faire? Je peux apporter un petit plus aux jeunes du quartier que moi, j'ai pu avoir quand j'étais jeune. On s'est dit avec les copains, allez, on le fait pas. On s'est lancé d'abord pour faire le nouvel an. Ça a très bien marché. On s'est dit, maintenant, on ne peut pas s'arrêter là. Il y a une demande. On a commencé à faire des projets pour les gamins. J'ai grandi dans un quartier et il y a des choses que je n'ai pas eues en étant jeune. J'aimerais bien faire profiter la nouvelle génération. Si on peut, je pense que l'Alsace, on est très bien placé. On est une ville où on est très bien. Faut pas se voiler la face. Hein. Vous allez dans le sud ou dans le nord, c'est pas la même chose. On a des aides ici qu'il n'y a pas ailleurs. Hein. Alors je pense qu'il faut en profiter. Il faut en profiter, faire profiter les jeunes. Pour aussi plus tard, c'est eux qui vont peut-être tenir le local. Comme vous voyez, le local il est assez petit. Il nous sert à préparer nos activités, à nous réunir de temps en temps. Ça nous permet aussi d'accueillir les jeunes, les habitants du quartier. Après le travail ou le midi, pour boire un petit café. On fait l'aide de devoirs de 17h à 19h en semaine. Le mercredi après, on accueille les jeunes pour faire soit des jeux de société. Mais on préfère les avoir ici, au local, que de les savoir qu'ils sont dehors. Avec tous les risques qu'on connaît. Après, je peux vous montrer des activités qu'on a déjà faites. On fait des sorties en nature, en vélo. Là, c'était qu'on était en vélo. Les rencontres avec les pompiers et les jeunes, pour sensibiliser les jeunes sur l'importance et le rôle des pompiers. On essaie de faire découvrir aussi les institutions, non seulement nationales, mais aussi européennes. Première visite au Parlement. Et on a créé un club de futsal. Il est né grâce au collectif Belgrade. Et maintenant, on est en championnat de France, c'est pas mal. Dans le quotidien ou même dans le système associatif, on a toujours besoin de nos valeurs personnelles. On a des je ne vais pas parler de piliers, mais on a quand même des bases chacun. Et nous, les bases de l'islam, c'est d'abord le respect et le partage. Et c'est vrai que dans le monde associatif, si on n'a pas de respect envers les autres, comment pouvoir aider les autres? Comment aider son prochain? Il faut d'abord respecter les autres, se respecter soi-même et après aider. Moi, je pense que c'est les valeurs qu'on peut rallier à l'islam. C'est le respect et le partage.